Biola et Momo, tous deux issus de milieux modestes, sont un couple d'amoureux qui se soutiennent mutuellement depuis quelques mois. Biola a trouvé un emploi en tant qu'institutrice dans une école primaire du village, tandis que Momo consacre son temps à sa passion pour la peinture, créant de magnifiques tableaux. Bien qu'il ait du mal à vendre ses œuvres, Momo n'a jamais laissé la difficulté l'abattre. Sa compagne, Biola, est toujours à ses côtés, l'aidant à présenter et à vendre ses tableaux aux habitants du village. Malgré les belles créations de Momo, les ventes sont souvent insuffisantes, et parfois, il fait face aux moqueries. Néanmoins, Biola le soutient inconditionnellement. Après ses cours, elle se rendait à l'atelier de Momo pour prendre le relais et vendre les tableaux, lui permettant ainsi de se reposer. Un jour, alors qu'elle tenait le stand, une magnifique voiture s'est arrêtée devant l'atelier. C'était une élégante dame nommée Madame Ciocconini. Attirée par les œuvres exposées, elle s'est approchée pour connaître les prix. À la surprise de Biola, après avoir entendu les tarifs, Madame Ciocconini a décidé d'acheter 5 tableaux d'un coup. C'était un moment marquant pour Biola, qui n'avait jamais réalisé une vente aussi conséquente. Elle a soigneusement emballé les tableaux et les a remis à la dame. Les jours suivants, Madame Ciocconini est revenue plusieurs fois, continuant d'acheter des œuvres. Un jour, elle s'est rapprochée de Biola et lui a fait une demande particulière. Elle souhaitait un tableau personnalisé représentant une mère tenant son enfant. Biola lui a expliqué que ce n'était pas elle qui peignait, mais son mari. Cependant, elle a promis de transmettre la demande à Momo. Le soir même, Biola a expliqué à Momo la requête de Madame Ciocconini. Reconnaissant l'importance de cette opportunité, il s'est attelé à peindre le tableau demandé. Le lendemain, Madame Ciocconini est revenue à l'atelier pour récupérer son œuvre. Enchantée, elle a alors proposé à Biola quelque chose de surprenant. « Cela fait un moment que je viens ici, et j'ai eu l'occasion de bien t'observer, a-t-elle commencé. Tu sembles être une personne aimable et sincère. Je pense que tu pourrais m'aider dans quelque chose de très important. » Elle lui a expliqué qu'après des années de mariage, elle n'avait pas réussi à avoir d'enfant malgré de nombreux examens infructueux. Émue par l'histoire de Madame Ciocconini, Biola était perplexe quant à la manière dont elle pouvait l'aider. La dame a alors formulé sa demande avec des larmes dans les yeux. « Je souhaiterais que tu sois ma mère porteuse. C'est la seule solution qui pourrait sauver mon foyer et satisfaire ma belle famille, qui me met une pression immense. Je t'en prie, aide-moi. Si tu acceptes, je te paierai généreusement, jusqu'à 20 millions de francs. Je sais que tu es aussi une femme et que tu comprends ce besoin d'avoir un enfant. Je t'en supplie, ne refuse pas. » Biola était totalement déstabilisée. Elle réalisait que c'était une décision complexe, susceptible de bouleverser sa vie et celle de son compagnon pour toujours. Elle répondit, l'air tendu, « Laissez-moi réfléchir à votre proposition, madame. Je vous donnerai une réponse bientôt. » Après l'avoir remerciée, elle s'éloigna. La nuit, en rentrant chez elle, Biola ne pouvait chasser de son esprit l'offre de Madame Ciocconini. Elle se demandait si elle devait l'aider à concrétiser son rêve, mais redoutait la réaction de Momo. Ce dernier l'enlaçait si fort qu'elle avait du mal à respirer, débordant de joie à l'idée des 20 millions de francs. C'est une somme considérable. Avec ça, nous pourrions réaliser tant de projets, régler toutes nos dettes et déménager dans une maison plus grande. L'insomnie l'assaillit, et elle passa la nuit à peser le pour et le contre. Le lendemain, avant de partir travailler, elle décida de faire un détour par le stand de Marc pour lui faire part de l'offre qu'elle avait reçue. À son arrivée, elle aperçut Marc dehors avec toutes ses affaires. Le propriétaire du stand qu'il avait loué ne voulait rien entendre, il exigeait 1 an de loyer impayé. « Vous me faites attendre depuis des mois. Aujourd'hui, c'est soit vous me payez, soit vous partez. » Biola, à genoux devant le propriétaire, commença à le supplier, « S'il vous plaît, accordez-nous un délai jusqu'à demain pour régler la somme. » Touché par son désespoir, le propriétaire accepta de leur laisser un jour supplémentaire. Momo, quant à lui, était submergé par la situation. Après avoir aidé son ami à ranger ses affaires dans l'atelier, Biola se rendit à son travail. Elle était si préoccupée par le sort de Momo que des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester inactive, si elle n'agissait pas, Momo serait mis à la porte le lendemain. Prenant une grande inspiration, elle décida de contacter Madame Ciocconini. « Bonjour, c'est Biola. J'accepte votre proposition. » La dame ne s'attendait pas à une réponse si rapide et se montra ravie.
Je passerai te voir ce soir au stand, ajouta-t-elle. Non, non, répondit Biola rapidement, rencontrons-nous derrière la boutique de chaussures, précisa-t-elle avant de conclure l'appel. Après ses cours, au coucher du soleil, Biola se dirigea vers le lieu de rendez-vous comme convenu. Madame Choconini l'attendait déjà, impatiente. Bonsoir, Biola. Je suis vraiment ravie que tu aies accepté ma proposition. Biola, rassurante, rétorqua, je fais cela pour vous aider, mais également pour soutenir Momo. Nous devrons signer un contrat demain. J'en parlerai à mon avocat. Peux-tu me donner ton numéro de compte bancaire pour que je puisse te transférer l'argent? Non, madame, je n'ai pas de compte. Je ne veux pas que cet argent passe par mon compagnon. J'aimerais que vous vous rendiez au stand de mon mari, où vous signerez un contrat d'achat de tableau avec lui, et où vous lui remettrez l'argent. Faites en sorte qu'il ne sache rien de ma décision de porter votre enfant. Je lui en parlerai moi-même. Après cette confidence, Madame Choconini promit à Biola de faire de son mieux pour ne pas la décevoir. Le jour suivant, elle se rendit au stand de Marc comme convenu. À son arrivée, elle acheta tous les tableaux de Marc et lui proposa un contrat pour fournir un grand nombre de ses œuvres. Momo n'en revenait pas, pensant qu'il s'agissait d'une blague, quand soudain, Madame Choconini sortit de son sac le contrat qu'elle lui tendit. Momo signa le document, en retour, elle lui remit en espèces la somme de 20 millions de francs. Mais pourquoi me payez-vous autant d'argent juste pour quelques tableaux? Demanda Momo, l'air stupéfait. J'ai trouvé vos œuvres très belles et j'ai décidé de les acheter pour valoriser votre travail et votre talent. Ne vous inquiétez pas, j'ai élaboré ce contrat avec mon avocat et vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez en prendre une copie pour le lire tranquillement, j'y ai aussi apposé ma signature. Les larmes aux yeux, Momo ne pouvait pas croire qu'il tenait une telle somme entre ses mains. Il s'agenouilla, ému, pour remercier Madame Choconini de sa générosité. Après son départ, il rangea rapidement ses affaires et ferma la boutique pour rentrer chez lui. « Chérie, chérie !» cria-t-il, tout excité. « Nous sommes riches, nous sommes riches. » « Qu'est-ce qui te rend si joyeux, et pourquoi rentres-tu aussi vite aujourd'hui ?» demanda Biola, feignant l'ignorance. « J'ai décroché un contrat énorme aujourd'hui. » Je dis bien énorme. Une dame est venue acheter tous mes tableaux et m'a fait signer un contrat de 20 millions pour lui fournir d'autres œuvres. J'ai désormais beaucoup d'argent, et je te promets que nous ne souffrirons plus jamais. Je te donnerai tout ce que tu souhaites, car tu as toujours été là pour moi. Demain, je dois finaliser quelques formalités pour ce contrat. Dès que tout sera prêt, tu ne travailleras plus dans cette école. Nous quitterons ce village pour nous installer en ville. Je ferai de toi mon épouse, et ensemble, nous construirons notre petite famille. Le lendemain, Momo retrouva Madame Choconini pour signer les derniers documents. En rentrant chez lui, il avait un large sourire sur le visage. Il s'approcha de Biola et lui annonça, « C'est fait, chérie. Demain, je ne veux pas que tu retournes à l'école. Tu n'as plus besoin de travailler si dur. Tu m'as soutenu durant mes moments difficiles, et maintenant c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Prépare-toi, nous allons sortir dîner au restaurant. » Alors que Momo était tout excitée, Biola, elle, était perdue dans ses pensées. Bien qu'elle fût ravie de voir son compagnon si joyeux, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour leur couple à cause de cette proposition. Le lendemain, elle se rendit à l'hôpital moderne, comme demandé par Madame Choconini. Avant de commencer les analyses, le docteur souhaita discuter avec elle pour lui expliquer en détail le processus à venir. Nous allons entamer l'insémination, qui consiste à implanter dans votre utérus le sperme du mari de Madame Choconini ainsi que l'ovule de cette dernière. Avant qu'il n'achève sa phrase, Biola l'interrompit. « Oui, je suis au courant, docteur. J'ai fait des recherches à ce sujet, ne vous en faites pas. » Cependant, le médecin était déterminé à poursuivre ses explications. Lorsque l'enfant naîtra, vous n'aurez aucun droit sur lui. Il ne portera pas votre ADN, mais celui des donneurs de sperme et d'ovules. J'espère que vous comprenez bien cela et que vous êtes totalement prête. Oui, répondit Biola, l'air légèrement ennuyé. J'ai pris ma décision, je suis prête. D'accord, si vous vous sentez prête, nous allons donc commencer l'opération. Après les examens, le médecin lui donna quelques conseils pour maximiser les chances de réussite de l'opération. Dans 2 semaines, vous reviendrez ici pour un test afin de vérifier si tout s'est bien passé.
Biola acquiesça, l'air pensif, avant de quitter l'hôpital. Après quelques semaines, elle retourna à l'hôpital. Les analyses révélèrent que l'opération avait réussi. Biola était bien enceinte. Lorsque Madame Choconini apprit la nouvelle, elle était débordante de joie. Elle n'hésita pas à appeler son mari pour l'informer de la bonne nouvelle. Étreignant Biola en larmes, elle lui dit: merci beaucoup, Biola. Je te serai éternellement reconnaissante. Dès au retour de l'hôpital, Biola ressentait un mélange d'émotions, à la fois heureuse et anxieuse. Elle redoutait la réaction de Momo, tout en étant ravie que Madame Choconini puisse enfin réaliser son rêve. Elle réfléchissait à la meilleure manière d'annoncer la nouvelle à son compagnon, consciente qu'il était crucial qu'il soit informé. Le soir, dès que Momo rentra, son cœur battait la chamade. Bonsoir, chérie, j'ai réussi à livrer tous les tableaux à Madame Choconini, et elle les a tous adorés. J'ai aussi acheté une maison dans la ville voisine pour nous deux. Je tiens également à te parler de mon projet pour la construction de ma salle d'exposition. Biola, souriante, lui répondit: je suis très fière de toi, Momo. Je sais que tu es capable de gérer cet argent de manière judicieuse. Mais je dois te dire quelque chose de très important. Juste au moment où Biola s'apprêtait à partager son secret, Momo reçut un appel téléphonique. Je serai là dans une trentaine de minutes, répondit-il, avant de mettre fin à l'appel. Chérie, je dois partir. J'ai une réunion très importante. On en reparlera à mon retour. Biola se sentait à deux doigts de se libérer d'un poids qu'elle ne pouvait plus porter seule. Malgré ses réticences, elle le laissa partir. Ce soir-là, il ne rentra pas. Les jours passèrent, et elle n'eut toujours pas l'opportunité de lui en parler. Son corps changeait déjà, car elle portait un petit être, et elle commençait à ressentir des transformations physiques. Le jour suivant, quand Momo rentra à la maison, il demanda à Biola de préparer ses affaires pour quitter le village et rejoindre la villa qu'il avait achetée en ville. Il est temps que nous quittions ce village pour vivre en ville, maintenant que nous en avons les moyens, ajouta-t-il. Chérie, je t'avais dit que je voulais te parler de quelque chose d'important. Tu as oublié? Non, je n'ai pas oublié, chérie, mais nous en discuterons lorsque nous serons installés là-bas. Nous avons tout notre temps, ne t'inquiète pas. Le voyage fut très long. Biola et Momo parcoururent plusieurs kilomètres en bus, et après de longues heures sur la route, ils arrivèrent tard à la villa. Tous deux étaient épuisés par le trajet. Alors que Momo portait les affaires de Biola dans sa chambre, celle-ci l'interrompit: nous ne pouvons pas dormir ensemble pour l'instant. Tu sais bien que nous ne sommes pas encore mariés. Tu n'as rien à craindre, répondit Momo pour la rassurer. Bientôt, nous allons nous marier. Tard dans la nuit, Biola tenta de réveiller Momo pour lui parler, mais il était trop fatigué et repoussa la discussion au lendemain. Pourquoi ne me laisses-tu jamais l'occasion de dire ce que j'ai à te dire? Tu trouves toujours un prétexte pour éviter la conversation. Sans prêter attention à ses mots, Momo s'approcha d'elle pour l'embrasser et la toucher. Biola le repoussa violemment. Mais que fais-tu? Nous ne sommes toujours pas mariés. Momo, tentant malgré tout de la forcer, elle s'énerva et alla se coucher dans une autre pièce. Le lendemain, Biola se rendit à nouveau auprès de Momo. Ce matin, nous devons absolument parler. Si c'est si important pour toi, alors dis-moi ce que c'est, répondit-il. Avant même qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, elle ressentit un grand vertige et une nausée. Elle se sentait très faible. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Demanda Momo. C'est juste une migraine, ne t'inquiète pas, ça ira, répondit-elle. Malheureusement, les douleurs s'intensifièrent, paniquée, Momo l'emmena rapidement à l'hôpital. Assise dans la salle d'attente, Biola avait le cœur qui battait la chamade. Elle appréhendait la réaction de Momo lorsqu'il découvrirait sa grossesse, et elle était en proie à une sueur froide. Soudain, le docteur appela Momo pour lui annoncer que les résultats étaient prêts. « Félicitations, monsieur, votre femme est enceinte. Quoi? Enceinte? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Oui, monsieur, les résultats indiquent clairement que votre femme est bien enceinte. Momo n'en croyait pas ses oreilles. En colère, il quitta l'hôpital sans attendre Biola. Lorsqu'elle rentra à la villa, Momo n'y était pas. Elle prit le temps de faire le ménage et de préparer son plat préféré pour son retour. Dans la soirée, Momo rentra avec un air furieux. « Je t'ai toujours dit qu'il fallait qu'on discute, mais tu ne m'en as jamais laissé l'occasion.
Ne cherche pas d'arguments pour te justifier. Je ne suis pas dupe, et si tu portes un enfant, il est clair qu'il n'est pas le mien. S'il te plaît, chérie, calme-toi et mange au moins ce que je t'ai préparé. Après, nous pourrons discuter, tenta-t-elle. Elle lui apporta le repas, mais il balaya brutalement la nourriture de la table. Tu penses vraiment que tu peux m'amadouer avec un simple repas? N'as-tu pas honte? Tu n'as jamais voulu que je te touche alors que tu passais ton temps à coucher avec d'autres hommes. Je comprends maintenant pourquoi tu me repoussais sans cesse et me demandais d'attendre le mariage. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Biola se sentait au plus mal, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir de s'emporter contre elle. Cela faisait plusieurs semaines que Momo était en colère, ne rentrant que rarement à la villa. Lorsqu'il le faisait, il s'enfermait dans sa chambre. Avec le temps, Biola ressentait de plus en plus de désespoir. Elle décida alors de quitter la maison, faisant ses affaires et optant pour un retour à leur ancienne adresse au village. Avant de partir, elle prit le temps d'écrire une lettre à Momo pour lui expliquer sa situation. Elle déposa la lettre sur la table avant de s'en aller. Cette nuit-là, lorsque Momo entra dans la maison, il remarqua un calme inhabituel. Après avoir vérifié toutes les chambres, il réalisa que Biola n'était plus là. Il s'assit sur son lit et son regard se posa sur la lettre que Biola avait laissée sur la table. En la lisant, il fut surpris par tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il regretta d'avoir été si impulsif et de n'avoir pas pris le temps de l'écouter. Il prit rapidement son téléphone pour essayer de la joindre, mais il n'eut aucune réponse. La nuit avançait et le ciel s'assombrissait. Momo décida de se rendre au village le lendemain pour vérifier si elle s'y trouvait. Il passa toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil, regrettant son comportement et son manque de patience envers Biola. Très tôt le lendemain, alors que Biola se préparait pour ses consultations, Momo entra dans la pièce. Avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il la serra très fort contre lui. « Je n'ai pas voulu te blesser. J'étais juste en colère et je pensais que tu m'avais trahi. J'aurais dû t'écouter. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais dissuadé de prendre une décision si importante. Je sais que tu l'as fait pour moi, mais nous aurions pu trouver une autre solution. Je l'ai fait pour toi, mais aussi pour Madame Choconini. Maintenant, reviens avec moi à la villa, s'il te plaît. Tu me manques. » Biola le pardonna et ils retournèrent ensemble à leur villa en ville. Depuis ce jour, pour se faire pardonner ses erreurs, Momo prit soin de Biola tout au long de sa grossesse. Quelques mois plus tard, Biola arriva à terme et accoucha d'un petit garçon. Madame Choconini et son mari prirent l'enfant et étaient très heureux d'avoir réalisé leur rêve. Bien que Biola se soit attachée au petit garçon, elle savait qu'il n'était pas le sien. Avant de s'en aller, Madame Choconini donna l'enfant une dernière fois à Biola et lui promit de lui rendre visite. Madame Choconini et son mari, accompagnés de leur bébé, rentrèrent chez eux dans leur villa. Une fois arrivés, Madame Choconini décida de rendre enfin visite à ses parents pour leur présenter le nouveau-né. À leur arrivée, les beaux-parents de Madame Choconini furent surpris de la voir tenir un enfant. « Bonne arrivée, mes enfants. Quel bon vent vous amène ici aujourd'hui ?» demanda le père de Tristan. « Bonjour, papa, » répondit Tristan, le mari de Madame Choconini. « Nous sommes venus vous présenter votre petit-fils. Quoi ? Petit-fils, exclamèrent-ils en chœur. « Oui, maman, » poursuivit Tristan. « Nous avons voulu vous faire une surprise, aujourd'hui, vous êtes officiellement grands-parents, comme vous l'avez toujours désiré. » Les parents de Tristan étaient ravis. Mais soudain, Guerard, le petit frère de Tristan, fit son apparition et se mit à crier sur Madame Choconini. « C'est quoi toutes ces histoires ? Nous savons tous ici que tu es stérile et que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je sais que tu fais tout ça pour avoir de l'argent et les biens de notre famille. Il nous faut des preuves pour confirmer que cet enfant est vraiment le vôtre. » Madame Choconini, prévoyante, sortit alors le document du test ADN de l'enfant. Guerard n'en croyait pas ses yeux, il ne comprenait pas comment cela était possible. Il se rappelait que, longtemps auparavant, lui et sa femme avaient empoisonné le repas de Madame Choconini pour l'empêcher de concevoir, car il ne voulait pas que leur père partage son héritage avec leur progéniture. 3 ans plus tard, l'enfant avait beaucoup grandi, et ses grands-parents décidèrent de lui transférer leurs biens. Lorsque Guerard et sa femme apprirent la nouvelle, ils furent fous de rage. Avec les yeux rouges de colère, Guerard demanda à sa femme: « Comment allons-nous faire maintenant ?
Le peu d'argent que papa nous avait donné, nous l'avons mal dépensé, tandis que Tristan a investi le sien dans un grand centre commercial. Que devons-nous faire? Eh bien, nous allons nous débarrasser d'eux, répondit Neka, l'épouse de Gerard. Quoi? Mais nous ne pouvons pas faire ça. Je n'ai qu'un seul frère, et même si je le déteste, je ne peux pas le tuer. Laisse-moi me charger de tout. Ce n'est pas toi qui vas le tuer, c'est moi qui vais le faire. Gerard ne voulait pas en arriver là. Il ne souhaitait pas porter ce lourd fardeau sur sa conscience, mais sa femme était persuadée que c'était la seule solution. Une nuit, ils se rendirent à l'adresse de Madame Choconini, cachée derrière un arbre, attendant impatiemment que Madame Choconini et Tristan sortent de la maison. Lorsqu'ils sortirent, Gerard appela ses hommes de main. Ils les kidnappèrent et les emmenèrent de force dans leur voiture, les conduisant dans une zone isolée, loin de la ville, sur une montagne. Quand Gerard leur retira le bandeau, Tristan fut surpris. « Pourquoi me kidnappes-tu, moi, ton frère ?» demanda-t-il, l'air abasourdi. « Tu ferais mieux de te taire pour ne pas m'énerver davantage, » répondit Neka. « Nous avons tout fait pour vous empêcher, toi et ta femme, de concevoir, mais vous avez quand même réussi. Aujourd'hui, ce sera la fin pour vous. » Madame Choconini commença à pleurer, tandis que Tristan était dépassé par la situation. « Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Je t'ai toujours aidé et soutenu. C'est de cette manière que tu choisis de me rendre la monnaie? Tu m'as toujours donné des miettes alors que tu avais la capacité de m'en donner plus. Maintenant, que tu le veuilles ou non, toute ta richesse sera à moi. » Soudain, Neka tira 3 balles dans la tête de Tristan, qui s'effondra sur le sol, décédant sur le coup. Madame Choconini était terrorisée. « Tire sur elle et son enfant aussi. Que fais-tu en attendant? » « Non, je ne peux pas tuer un enfant de cette manière. Je vais juste les pousser de cette montagne et ce sera fini, » répondit Neka. « Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. » Pleura Madame Choconini. « Faites de moi ce que vous voulez, mais laissez mon enfant en paix. » Sans prêter attention aux supplications de Madame Choconini, Gerard la poussa, elle et son fils, du haut de la montagne. Ils se retournèrent alors avec leurs complices et partirent sans remords. Madame Choconini heurta un rocher en tombant et saignait abondamment, tandis que l'enfant s'en sortit miraculeusement avec juste quelques égratignures. Biola était dans le salon lorsqu'elle reçut un appel téléphonique. Au bout du fil, elle entendit la voix essoufflée de Madame Choconini. « Viens vite, Biola, viens me sauver. » Elle lui demanda où elle se trouvait et se précipita sur les lieux. Elle la trouva au sol, dans un état critique, auprès de l'enfant, impuissante. Elle appela les ambulances et ils furent conduits cette même nuit à l'hôpital le plus proche. Madame Choconini lui expliqua brièvement la situation avant d'ajouter « Je sais que tu es une personne formidable et que tu sauras bien prendre soin de mon fils. Je te fais confiance, c'est pourquoi je te confie cette tâche aujourd'hui. Lorsque le petit aura 10 ans, souviens-toi de l'emmener chez ses grands-parents pour qu'il reçoive l'héritage qui lui est destiné. Quand je ne serai plus là, tu pourras me rendre justice. » Biola pleurait à chaudes larmes. « Comment pouvez-vous dire une telle chose? Sois forte, et tu verras que tu pourras t'en sortir. Promets-moi juste que tu feras tout ce que je t'ai demandé. » Avec les larmes aux yeux, Biola lui répondit « Oui, vous pouvez compter sur moi. » Après quelques heures, Madame Choconini succomba à une hémorragie interne. Biola rentra à la maison avec l'enfant, l'air abattu et terrifié. Avec son mari, ils avaient à nouveau la responsabilité de l'enfant pour les prochaines années. Quelques années plus tard, le petit garçon avait maintenant 10 ans, et il était temps que Biola et Momo l'emmènent chez sa famille. « Chérie, tu penses que nous devons vraiment faire ça ?» demanda-t-elle, l'air inquiet. « Oui, bien sûr. Tu as promis à Madame Choconini de lui rendre justice, alors nous devons tenir notre parole. En plus, nous devons amener le petit garçon chez sa famille pour qu'il puisse connaître ses racines et recevoir l'héritage qui lui est destiné. » Ils décidèrent alors de se rendre chez les beaux-parents de Madame Choconini. À leur arrivée, une vieille dame vint leur ouvrir la porte et leur demanda d'entrer. « Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter votre petit-fils, comme nous l'a demandé Madame Choconini avant sa mort. » « Quoi? Ils sont morts ?» s'exclamèrent-ils. Aussitôt, Gerard et sa femme sortirent de leur chambre. « Ce n'est pas possible, mon frère et sa femme sont morts depuis longtemps. » « Que racontez-vous? » « Rassurez-vous, monsieur,
répondit Momo. Nous avons avec nous tous les papiers qui prouvent qu'il est l'enfant de votre frère. La mère de Tristan prit le papier et s'exclama: ce n'est pas possible. Gerard s'avança, furieux: je suis sûr que ces résultats ont été falsifiés. Maman, ces gens-là sont juste là pour nous tirer de l'argent. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez toujours faire un test pour confirmer vos doutes, proposa Momo. La mère de Tristan décida d'appeler son médecin personnel pour effectuer le test. Pendant qu'elle passait l'appel, Gerard et sa femme étaient paniqués dans leur chambre. Que allons-nous faire si le résultat est positif, demanda Gerard. Ne t'inquiète pas, répondit Neka. Je sais que tout cela n'est qu'une invention. Je t'avais pourtant demandé de leur tirer dessus. Si tu n'avais pas refusé, nous n'en serions pas là. Ne t'inquiète pas. La montagne était très haute, et il est impossible que quelqu'un qui tombe de la survive. Nous n'avons rien à craindre. Lorsque le médecin donna les résultats à la mère de Tristan, elle courut serrer son petit-fils dans ses bras. C'était une scène très émotive. La mère de Tristan prit la parole. D'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mais je suis assez âgée maintenant, et je pense que l'idéal est que cet enfant vive avec vous. D'autant plus qu'il représente maintenant une partie de vous. Il pourra me rendre visite quand il voudra. Après quelques échanges, Biola et son mari s'en allèrent avec le garçon. Une fois à la maison, le petit garçon était troublé et ne comprenait rien. « Pourquoi m'avez-vous amené chez ces gens ?» demanda-t-il. Biola lui répondit: écoute, mon grand, tu as la chance d'avoir plusieurs familles. Nous sommes tes parents adoptifs. Sache que, même si tu n'es pas notre fils biologique, tu resteras toujours notre enfant. Ta mère nous a fait promettre de t'amener chez tes grands-parents quand tu auras 10 ans. La personne que tu viens de rencontrer est ta grand-mère. Après quelques explications, elle le prit dans ses bras pour le rassurer. Pendant ce temps, Gerard et sa femme discutaient dans leur chambre. Les résultats sont positifs. Mais maintenant, il faut agir. Demain très tôt, nous irons à la banque pour récupérer tout l'héritage avant leur arrivée. Nous n'avons pas fait tout cela en vain. Par contre, cette nuit, nous devons rapidement trouver un plan pour nous débarrasser de Biola et son mari. Pendant que Biola était au salon avec son mari, ce dernier reçut un appel de Gerard. « Où êtes-vous ? Nous aimerions passer du temps avec notre neveu. » Momo leur donna l'adresse de leur hôtel, ignorant complètement leurs réelles intentions. Quelques heures plus tard, Gerard et sa femme arrivèrent chez Biola. Lorsque Momo ouvrit la porte, Gerard lui braqua une arme sur la tête. « Vous pensiez vraiment que vous pourrez vous en tirer aussi facilement ? Si ce n'était pas par négligence, nous aurions déjà fini avec cet enfant depuis longtemps. » « C'est donc vous qui avez tué Madame Choconini et son mari ?» demanda Ena, la femme de Momo. « Oui, et alors ? Nous l'avons tué, et maintenant c'est votre tour, » répondit-il, sous le regard de sa femme, Neka, debout derrière lui. Tout à coup, des policiers entrèrent dans le salon et arrêtèrent Neka et Gerard. C'était le petit enfant qui les avait alertés. Ils furent embarqués puis emprisonnés. Lorsque la mère de Tristan apprit la nouvelle, elle était choquée, mais en même temps reconnaissante que son petit-fils et sa famille adoptive s'en soient sortis vivants. Elle transféra les biens de la famille au nom de son petit-fils et remercia Momo et Biola d'avoir pris soin de l'enfant pendant toutes ces années. Elle leur remit tous les papiers. Biola et son mari vécurent heureux auprès de leur enfant. Quelques années plus tard, ils accueillirent leur propre enfant, une petite fille. En tant que mère, n'oublie jamais de courir après les vraies valeurs. Respecte ton mari, peu importe s'il est riche ou pauvre. La richesse du cœur est inestimable. Le karma existe, peu importe combien vos mauvais coups réussissent, dans cette vie, vous finirez toujours par en payer les pots cassés.